Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue pour la 6e édition des Histoires de demain, organisée par le cabinet TNP et par le CRSF, le Cercle de la régulation et de la supervision financière. Je souhaite tout d'abord remercier les dirigeants de TNP et toutes les équipes de consultants du cabinet qui se sont fortement mobilisés sur la réglementation financière et la transition énergétique. En particulier son président, Benoît Ranini, et son directeur général, Guy Le Turc. Je remercie tous les membres du CRSF pour leur travail collectif, en particulier sa présidente, Clotilde Bouchet, et l'un de ses vice-présidents, Guillaume Cazeran, qui est à l'initiative de la création du CRSF. Je remercie naturellement tous nos invités, qu'ils soient régulateurs ou représentants de grands établissements financiers, d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin. Et je remercie tout particulièrement Emmanuel Le Chypre, éditorialiste sur BFM Business, qui animera les tables rondes dans quelques minutes. Le 4 mai 1979 au Royaume-Uni et le 4 novembre 1980 aux États-Unis, la mondialisation dérégulée est née à l'occasion de l'élection de Margaret Thatcher puis de Ronald Reagan. Cette mondialisation dérégulée s'est accélérée et amplifiée avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. 29 ans plus tard, la mondialisation dérégulée s'est abîmée lors de la déflagration de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Depuis cette date, elle n'a survécu que sous la forme d'une économie de bulles. Trop peu de leçons ont été tirées après la crise de 2008 et le monde a continué à s'enfoncer dans les excès de l'endettement. L'Europe n'a pas particulièrement bien géré la crise de 2008. Elle a payé un lourd tribut en termes de chute de l'activité et de hausse du chômage. Elle a privilégié le retour à l'équilibre budgétaire et la hausse des taux d'intérêt. Et aux yeux d'un certain nombre d'observateurs, elle a enfermé ses établissements financiers dans un carcan réglementaire et fiscal. Face aux défis de la transition énergétique et de la révolution numérique, l'Europe a aujourd'hui des besoins en termes d'investissement qui sont gigantesques et auxquels la finance de marché seule n'est pas en mesure de répondre. Non seulement l'intermédiation bancaire n'est pas morte, mais les établissements financiers ont montré, à l'occasion de la crise du Covid-19, qu'ils représentent un service essentiel et indispensable pour la résilience de nos sociétés. Ils ont contribué à éviter la dislocation de l'économie et sont devenus l'instrument privilégié des politiques de soutien aux entreprises et de relance de l'investissement. Les établissements financiers, mesdames et messieurs, jouent un rôle clé dans le fonctionnement de l'économie européenne. Mais nous devons aujourd'hui reconnaître que l'intermédiation bancaire a un coût qui est désormais trop élevé et qui pénalise l'ensemble du système financier européen. Les pandémies, au même titre que les crises systémiques ou que les grandes guerres, font basculer l'histoire. L'Europe doit impérativement se repenser en termes de souveraineté et de sécurité. Elle doit achever son union monétaire autour de ses établissements financiers et des marchés de capitaux. Elle doit lancer son union économique autour du gigantesque plan de relance de 750 milliards d'euros. Comment pouvons-nous relancer une économie durable et comment pouvons-nous adapter les contraintes qui pèsent sur les établissements financiers? Le CRSF regroupe tous les grands établissements financiers de la place et un certain nombre d'établissements plus modestes. Il a pour vocation de promouvoir une régulation du secteur financier qui soit à la fois équilibrée et au service du bien commun. En voici quelques illustrations. Le 28 janvier 2016, Bernard Puy, à l'époque directeur général de Groupama Banque, déclarait que la réglementation bancaire devait trouver un juste équilibre entre la recherche de stabilité financière et la nécessité de financer le développement de notre économie. Le 1er février 2017, Philippe Bordenave, directeur général délégué de BNP Paribas, affirmait qu'après la crise de 2008, le système financier avait besoin d'une supervision plus forte et d'une régulation plus simple. Or, ajoutait-il, c'est l'inverse qui s'est produit. In fine, nous avons eu une régulation plus lourde et plus onéreuse.
Le 8 février 2018, Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI, constatait que le monde occidental s'était enfoncé dans la financiarisation et dans l'endettement sans se soucier des problèmes écologiques et environnementaux. La politique monétaire, ajoutait-il, n'a pas encouragé l'investissement productif qui, d'après ses calculs, aurait reculé de 15% depuis l'écrasement des taux d'intérêt. A contrario, cette même politique monétaire a aggravé la fragilité du système financier. Le même jour, Michel Bilger, responsable de la régulation et de la supervision de Crédit Agricole, s'interrogeait sur les conséquences de l'accord dit Bâle III du 7 décembre 2017. En retenant le principe d'un plancher minimum de fonds propres, le régulateur a nié la diversité des établissements financiers et de leurs modèles. Or, ajoutait Michel Bilger, pour mieux maîtriser les risques systémiques au niveau mondial et pour tenir compte des différences entre l'Europe et les États-Unis, il est important de conserver la diversité des modèles de financement avec des règles qui soient compatibles et non pas identiques. Le 14 mars 2019, Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, estimait que le renforcement de la régulation après la crise de 2008 était nécessaire, mais que l'Europe avait été très loin en matière de régulation et devait se poser la question de son efficacité pour avoir un système bancaire qui soit à la fois compétitif et capable de financer notre croissance. Le même jour, Marianne Barbat-Layani, à l'époque directrice générale de la Fédération bancaire française, estimait que l'Europe devait enfin considérer son industrie financière comme une industrie stratégique. Elle appelait de ses vœux un vrai questionnement du politique. Comment finance-t-on l'économie ? Comment finance-t-on la transition énergétique ? Pourquoi les capitaux ne circulent-ils pas davantage en Europe ? Un peu plus tard, Guillaume Cazeron, vice-président du CRSF, appelait à revenir sur les dispositions de la réglementation MiFID II. Il constatait que l'idée initiale de cette réglementation reposait sur les meilleures intentions du monde, davantage de transparence des marchés et davantage de protection des investisseurs. Mais il notait, comme Philippe Odo, que cette réglementation a débouché sur une véritable catastrophe. Au moment où nous cherchons à attirer les épargnants vers la bourse, les investisseurs ont accès à moins de notes de recherche. Quant aux petites et aux moyennes valeurs, elles ne sont plus suivies par les analystes. Le 5 mars 2020, Philippe Haim, à l'époque directeur général délégué de Société Générale, constatait que le système financier avait fait d'énormes progrès depuis la crise de 2008, qu'il était désormais beaucoup plus sûr, et il se félicitait de la qualité du dialogue avec le superviseur et avec le régulateur. Cependant, il appelait à être vigilant concernant l'équilibre concurrentiel, en particulier vis-à-vis des banques américaines. Quelle est la situation, mesdames et messieurs, dans ce domaine ? Les établissements financiers européens ont été affaiblis par la conjonction de plusieurs facteurs. Une croissance faible, des taux d'intérêt bas, voire négatifs, une régulation fragmentée, un trop grand nombre de banques en Europe, une consolidation européenne rendue quasi impossible par l'ajout de ratios prudentiels, et enfin, et c'est loin d'être anecdotique, la survivance d'un nationalisme jaloux. Un ancien dirigeant de Morgan Stanley a résumé la situation avec à la fois cynisme et provocation en déclarant « Les Européens ont livré le système aux Américains sur un plateau ». Le 5 mars 2020 toujours, Christophe Izard, directeur général délégué assurance de personnes chez Natixis Assurance, rappelait que les objectifs de la directive Solvabilité 2 ont été mal définis au départ et que leurs impacts ont été mal mesurés, en particulier sur le financement de l'économie. Les assureurs sont des investisseurs de long terme qui ont réduit leur financement direct de nos entreprises. Or, comme le rappelait Christophe Izard, nous avons besoin d'investir massivement car la solution à nos difficultés réside en particulier
dans notre capacité à innover. Enfin, le 22 novembre 2019, Christine Lagarde, nouvelle présidente de la BCE, a placé son mandat sous le signe de la transition vers la neutralité carbone. Elle a rappelé que les institutions financières ont un rôle fondamental à jouer dans la transition énergétique. Néanmoins, il ne suffit pas d'arrêter de financer les activités les plus émettrices de gaz carbonique pour atteindre la neutralité carbone. Nous devons aussi, et peut-être même surtout, financer la transformation de pans entiers de notre économie et en particulier celle des principales entreprises émettrices de gaz carbonique. L'Europe, mesdames et messieurs, dispose d'une avance certaine sur les questions climatiques. C'est la raison pour laquelle l'Europe ne doit pas, une fois de plus, être jusqu'au-boutiste et se complaire dans la complexité au risque de faire le lit de ses principaux compétiteurs, en particulier les États-Unis et la Chine. L'Europe doit, au contraire, prendre en compte et valoriser le travail et les efforts de ces établissements financiers pour accompagner leurs clients dans leur transition énergétique. Si nous voulons respecter l'accord de Paris, ce qui est naturellement notre objectif à tous, il est important que l'Europe se mette rapidement d'accord sur un référentiel commun en matière de transition énergétique et qu'elle soit suivie par les autres continents. En conclusion, dans l'éditorial du Livre blanc qui vous sera remis à l'issue de cette conférence, Benoît Ranini, président de TNP, rappelle que le premier ingrédient de la croissance est l'enthousiasme et l'optimisme du plus grand nombre. Nous avons, mesdames et messieurs, collectivement, la responsabilité d'inventer un nouveau monde, un monde qui reposera sur une croissance non carbonée et sur un mode de vie planétaire pour 8 milliards d'individus, fondé sur l'économie du partage, et ceci grâce à la digitalisation. Nous sommes naturellement confrontés à des défis gigantesques, mais nous avons aussi de formidables atouts pour y faire face. Notre premier atout, ce sont nos ressources humaines. Le vivier de talents et de compétences dans un pays comme la France est considérable, en particulier parmi ces ingénieurs, ces chercheurs, ces entrepreneurs qui sont le fer de lance de notre économie. Notre deuxième atout, ce sont nos savoir-faire. Nous devons remonter la chaîne de valeur et repositionner l'économie française sur les secteurs clés du XXIe siècle. En particulier, mais la liste est bien entendu non exhaustive, sur la transition énergétique, le numérique, l'aéronautique, le luxe, etc. Et notre troisième atout, c'est tout simplement notre épargne. L'Europe, comme la France, dispose d'une épargne abondante qu'elles ne savent pas transformer en outil d'investissement et de souveraineté. Enfin, je terminerai par ce dernier point, chacun d'entre nous a bien compris que la transition énergétique est en réalité une formidable opportunité qui arrive exactement au bon moment. Dans un pays comme la France, où 70% des citoyens considèrent que le capitalisme fait plus de mal que de bien, nous avons l'opportunité de sortir d'un capitalisme de rente et de revenir à un capitalisme de l'innovation. Je vous remercie. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci Frédéric Pichard pour cette introduction puissante, lyrique, accompagnée d'une musique époustouflante. J'ai bien compris, Frédéric, qu'en fait il s'agissait de tracer le chemin de cette transition écologique. Comment la finance peut-elle accompagner, accélérer cette transition ? Mais j'ai bien compris que cette transition écologique, elle devait permettre aussi de donner un peu d'oxygène au secteur de la finance. Alors, première table ronde, hein, nous en aurons
trois qui se succéderont pour balayer tous les aspects du sujet. La première table ronde va être consacrée à la régulation et aux risques climatiques. Et donc, elle va réunir Patrick Artus. Bonjour Patrick Artus. Vous êtes le chef économiste de Natixis. Vous êtes un auteur prolixe. Allez, je cite votre dernier ouvrage, La dernière chance du capitalisme, avec Marie-Paul Virard aux éditions Odile Jacob. Guillaume Cazoran, bonjour. Vous êtes vice-président du CRSF, le Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière. Et François-Louis Michaud, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'EBA, l'Autorité bancaire européenne. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Patrick Artus, pour camper le décor. La régulation du secteur financier en Europe aujourd'hui, on a commencé à en parler avec Frédéric Pichard. Est-ce qu'elle est efficace, pertinente ? Bien. Bonjour à tous. D'abord, pour rattacher à la question climatique, il faut dire en introduction, et je réponds tout de suite, Emmanuel, à la question, que l'introduction de la transition énergétique dans nos réflexions renforce les tendances antérieures, ne vient pas modifier les tendances antérieures. C'est des risques supplémentaires, je pense qu'on en parlera, des risques de pertes pour les entreprises liées à des désordres climatiques. C'est des besoins d'investissement avec des horizons extrêmement longs, dans certains cas des besoins d'innovation de rupture. Donc on a un renforcement de la problématique, on n'a pas une problématique nouvelle. Alors maintenant je réponds à la question d'Emmanuel. Je vais prendre volontairement une vue d'économiste, ce qui n'est pas de banquier. Ce qui me gêne dans le principe de la régulation des intermédiaires financiers, c'est la chose suivante. On a à l'actif, que ce soit des banques ou des assureurs, des besoins qui sont des besoins de plus en plus longs et de plus en plus risqués. Je viens de le dire, et le climat, évidemment, renforce cela. Et donc, on a des actifs risqués et illiquides. Et puis, on maintient toujours une demande de passifs, donc les contrats d'assurance vie, les dépôts bancaires, qui soient radicalement sans risque. Le principe de la régulation des intermédiaires a toujours été que, pour rendre cela possible, c'est finalement des animaux très bizarres. Un animal qui a un actif risqué et illiquide et un passif liquide et sans risque. Et pour rendre cela possible, qui normalement est impossible, on leur demande d'avoir le coussin nécessaire de fonds propres. Et ce coussin nécessaire de fonds propres, au cours du temps, il augmente de façon régulière parce que, à nouveau, la perception du risque s'accroît. Chaque crise amène d'ailleurs l'identification de risques nouveaux, ce qui est parfaitement normal. Et puis le climat va être à nouveau une raison, je l'ai dit, d'ajouter à cette quantité de risques. Et ce modèle, je pense, est une impasse, parce que ce modèle a deux bizarreries. Et pour cela, je pense qu'il compte une impasse. La bizarrerie numéro 1, et on reviendra, comme je connais d'avance les questions, j'y reviendrai dans la troisième question d'Emmanuel. Ce truc est entièrement préparé, vous voyez, il n'y a absolument aucune spontanéité d'aucune sorte. Mais d'abord, le risque économique est porté... Fais pas le malin, fais pas le malin. Le risque économique, tu vas inventer une question du coup, le risque économique est porté uniquement par les actionnaires des intermédiaires financiers, les gens qui ont apporté de l'épargne en actions aux intermédiaires financiers. Ce qui est totalement déraisonnable. Je veux dire, c'est une concentration du risque économique sur une toute petite population d'investisseurs, ce qui est complètement anormal en termes de répartition des risques. Et puis surtout, ça fabrique une intermédiation qui présente deux difficultés. La première, c'est que comme les intermédiaires financiers ont beaucoup de fonds propres, ils ont beaucoup de mal à avoir une rémunération, un rendement des fonds propres qui serait celui de l'ensemble des entreprises. Si vous prenez l'ensemble de la zone euro, le ROE moyen des banques, les bonnes années est de 5 à 6%, alors que le ROE moyen de l'ensemble des entreprises cotées est de 12 à 13%. Donc un épargnant ne va pas naturellement apporter son épargne en action à une banque, il va l'apporter à une entreprise d'un autre secteur. Donc difficulté pour lever des fonds propres. Et puis, supposons que quand même les banques arrivent à avoir cette rentabilité exigée de ces fonds propres très élevés, et c'est ce que disait Emmanuel à l'instant, le coût d'intermédiation va être extrêmement élevé puisqu'il faudra rémunérer à 13-14% des fonds propres extrêmement élevés. Alors Patrick Artus, comment on sort d'un système aussi pénalisant ? Eh bien, je crois qu'il faut
essayer de réfléchir à des moyens intelligents de réduire les besoins de fonds propres des intermédiaires financiers. Alors, il y a certainement des moyens intelligents. Intelligent, ça veut dire qu'ils ne fassent pas apparaître un risque pour l'épargnant déraisonnable. Alors, moi, je vois 3 moyens intelligents, mais on peut sûrement avoir plus d'imagination. Le premier, c'est de redévelopper fortement la titrisation. Alors, chaque fois que je pousse cette idée, en général, l'audience pousse des cris en criant subprime, subprime, hein, mais on peut avoir une titrisation, d'ailleurs, qui effectivement redémarre un peu, beaucoup plus raisonnable. Le modèle américain est quand même extrêmement intéressant. Les banques sortent de leur bilan la moitié des crédits aux ménages en les vendant à Freddie et Fannie, hein, qui en titrisent une très grande part. On peut même se demander si en Europe, il ne serait pas intelligent de créer un Freddie Mac et un Fannie Mae européen qui aiderait les banques à sortir des créances ménages de leur bilan, ce qui permettrait de concentrer les fonds propres sur les entreprises. Hein. Évidemment, c'est un point qui amènerait l'État à jouer un rôle supplémentaire, parce que, comme vous savez, l'État fédéral garantit les émissions de Freddie et de Fannie. Deuxième solution, c'est d'allonger les horizons de mesure du risque. Solva 2 mesure les risques à 1 an, alors qu'un contrat d'assurance vie dure en moyenne 13 ans. Évidemment, en théorie, un contrat est liquide, ce qui est d'ailleurs sans doute assez bizarre et pourrait être changé, mais dans la pratique, il ne l'est pas. Hein. Donc on pourrait rapprocher les horizons de mesure du risque des horizons effectifs des actifs financiers. Si vous portez à 5 ans la mesure des risques solvabilité 2, vous pouvez doubler la dose d'action dans le fonds en euros. Elle passerait de presque 12 à presque 24%. Et puis troisième solution, c'est de mettre de l'ordre dans la rémunération de l'épargne. Tant qu'un ménage français, pendant exemple, peut avoir 4% de rémunération sur un vieux plan d'épargne logement, ça va être compliqué de l'amener à prendre des risques par ailleurs. Hein. Donc il faut mettre de l'ordre dans la fiscalité, les incitations et la rémunération de l'épargne. Alors, la régulation, elle a aussi comme objectif la sécurité de l'épargnant. Et effectivement, on ne se pose pas la question du portage du risque. Alors, qui doit porter le risque ? Alors ça, Emmanuel, c'est la question, pour un économiste, c'est la question qu'on doit toujours se poser, c'est-à-dire quelle est l'allocation optimale d'un risque. Alors, note de bas de page, mais je prends 10 secondes, c'est pas la peine d'ailleurs de rajouter des risques qui servent à rien. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, regardez ce qui se passe avec les prix de l'immobilier ou la valorisation de certaines entreprises dans les opérations. Donc déjà, les vrais risques sont suffisants sans qu'on en amène d'autres. Après, quand on réfléchit à la répartition des risques, à nouveau, on part d'une situation où le risque est porté par les actionnaires des banques et des assureurs. Ça ne peut pas être optimal, quoi, je veux dire, d'avoir une telle concentration des risques. Donc ce modèle ne peut pas être le bon. J'étais frappé, on était à certains d'entre nous sûrement à Aix-en-Provence, hein, au colloque du Cercle d'économistes. Alors la demande collective maintenant, c'est que l'État porte tous les risques. Alors ça, c'est assez étonnant. On rencontre des présidents de grandes entreprises qui étaient l'année dernière ultra-libéraux et qui cette année veulent que l'État prenne tous les risques sur son bilan. Ça ne peut pas être optimal non plus, l'État. Mais on a entendu vraiment la demande que l'État n'a qu'à garantir tous les financements en fonds propres des entreprises. Donc c'est complètement n'importe quoi. Et puis il faut rappeler que quand l'État prend un risque, à la fin, il le rend au ménage, hein, parce que si ça tourne mal, il va lever des impôts. Donc la réalité, c'est que la seule solution, c'est que les ménages prennent davantage de risques. Hein. Donc à nouveau, la réflexion qu'on doit avoir sur la réglementation, sur la fiscalité, et sur l'éducation financière, c'est une réflexion sur comment on va transférer une partie du risque des actionnaires, des intermédiaires financiers qui n'en peuvent plus, vers les ménages qui, pour l'instant, n'en prennent pas beaucoup. Merci Patrick Artus, bravo. En plus, vous avez été parfaitement respectueux du timing. François-Louis Michaud. Alors Patrick Artus, il nous a planté le décor de ce qu'est aujourd'hui la régulation européenne. Vient maintenant cette transition écologique. Quelles sont les préconisations de l'EBA pour justement aller vers le financement de cette économie durable? Merci pour votre question et merci pour l'invitation. Merci à TNP d'organiser cette conférence aujourd'hui. Et le timing est extrêmement bien choisi, puisque la Commission européenne doit annoncer aujourd'hui un nouveau package de mesures en matière climatique dans le cadre de sa stratégie. Lundi, il y avait un sondage publié par Eurobaromètre, et j'arrive à votre question dans une seconde, très intéressant, demandant aux citoyens européens dans 27 pays quel était le plus grave risque pour eux en ce moment, et c'était le risque climatique.
9 sur 10 disaient que c'était un risque grave, 8 sur 10 disaient que c'était un risque très grave. Ce qui change un peu de perspective, quand on disait il y a toujours la fin du mois et la fin du monde, Voilà. on se disait la fin du monde c'est très loin, et ben non, finalement c'est pas si loin. Le sujet climatique est devenu le sujet finalement principal pour le citoyen en cette sortie de crise, ce qui est assez intéressant. 2 tiers des gens interrogés dans ces 27 pays prennent déjà des mesures à titre personnel pour essayer de participer à la solution. Et de façon intéressante et en lien avec ce que disait Patrick Artus à l'instant, qui doit prendre, quand on leur posait la question de savoir qui doit prendre des mesures structurelles pour favoriser la transition, les réponses étaient à peu près à parts égales en faveur des gouvernements, mais aussi en faveur du secteur économique et industriel. Donc il y a un rôle à jouer à la fois par les autorités et par le secteur économique et financier pour régler ou pour en tout cas accompagner cette transition. Alors que fait l'autorité bancaire européenne dans ce panorama ? Nous, à l'autorité bancaire européenne, nous sommes responsables de standards, nous développons des standards pour renforcer la solidité du secteur bancaire dans le cadre de mandats qui nous sont donnés par la Commission, par le législateur européen. Et nous faisons aussi des analyses de risques, tels que des stress tests, comme celui qui sera publié fin juillet, pour l'ensemble de l'Union européenne. En matière de développement durable, je crois qu'il faut prendre 2 angles. Le premier angle, c'est celui d'un secteur bancaire qui soit efficace. Et je vais faire une référence à l'introduction qui a ouvert cette conférence. Et le deuxième pan, évidemment, est celui d'accompagner une transition énergétique. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est que nous avons eu effectivement une introduction très épique et qui effectivement soulignait un certain nombre de particularités réglementaires ou structurelles du secteur bancaire européen. Je crois qu'il faudrait aussi compléter peut-être ce panorama par un diagnostic qui était celui de la sortie de crise, de la crise de 2007-2008. Nous avons passé cette crise et nous sommes sortis de cette crise très affaiblis en Europe, un secteur très fragilisé, très éparpillé, portant de nombreux risques, etc., avec une gouvernance aussi très, très fragile. Et je crois qu'il a fallu reconstruire, au cours des dernières années, reconstruire quelque chose qui soit plus solide. Et je crois que le secteur public s'y est employé de façon active et qu'il faut aussi, au-delà du coût de la réglementation, savoir reconnaître les bienfaits, la nécessité de cette reconstruction des fondamentaux du secteur bancaire et du secteur financier en Europe. Alors après, il peut y avoir des choses qui sont plus ou moins appréciées, qui vont trop loin dans un sens, etc. Mais je crois que nous avons fait beaucoup de chemin en termes de recapitalisation, de de-risking, comme on dit en anglais, réduction des risques du secteur bancaire et aussi d'amélioration de la gouvernance des établissements financiers depuis 10 ans. Il faut le mettre cela au crédit évidemment des établissements et de leurs dirigeants eux-mêmes, pas seulement du régulateur, mais je crois qu'il faut le souligner. Nous venons de très loin. Depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de chemin pour assainir le secteur bancaire, et cela permet au secteur bancaire de recréer un lien de confiance avec la société et avec l'économie dans son ensemble. Ça le met en bonne position désormais pour aborder cette transition énergétique à laquelle il doit participer. Alors nous nous employons à assainir les fondamentaux du secteur bancaire de façon les fonds propres, les pratiques, la gouvernance, le type de risque et leur tarification, bien sûr. Et depuis quelques années et quelques mois, nous sommes aussi très impliqués à l'autorité bancaire européenne dans le cadre de ces réflexions sur le climat. Je vais citer 3 exemples. Le premier exemple est une étude pilote que nous avons publiée récemment concernant l'identification du risque climatique par les banques européennes. Deuxième élément, nous avons publié récemment des propositions pour mieux prendre en compte pour que les banques puissent mieux prendre en compte le risque climatique et communiquer sur ce risque climatique. Troisième exemple, nous avons publié la semaine dernière un rapport donnant des pistes pour les établissements et pour leurs superviseurs pour mieux prendre en compte l'évaluation de ces risques et leur gestion au cours du temps. Alors, il y a beaucoup de dimensions. La première dimension que je voudrais évoquer, c'est celle, pour le moment, de la disponibilité des données. Le problème principal auquel nous faisons face collectivement est celui de la disponibilité des données. Notre étude pilote qui a été menée avec une cinquantaine de banques dans 10 pays montre que pour la grande majorité de ces banques, je dirais la totalité de ces banques, l'analyse du risque climatique, même pour les portefeuilles les plus faciles à évaluer, ceux des grandes entreprises européennes, reste un enjeu compliqué.
différentes banques aujourd'hui prennent des approches différentes. Donc nous n'avons pas de référentiel commun. Quand on s'engage dans l'analyse de pans un peu plus délicats, plus particuliers des bilans bancaires, la situation se complique d'autant. Alors, quelle est la première conclusion de cette analyse? C'est qu'il faut véritablement avancer très vite dans l'adoption d'un référentiel commun pour l'analyse de ces risques climatiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisation de la taxonomie développée par la Commission européenne et l'Union européenne, les obligations de reporting aussi pour les entreprises du secteur non financier, de façon à ce que l'on soit en mesure d'identifier le risque climatique porté par les emprunteurs et porté par les banques. Alors, c'est vrai, et c'est souvent, effectivement, en Europe, qu'on est souvent en avance pour penser, pour élaborer tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on a vu aussi sur pas mal de sujets que finalement, on élaborait des règles et puis qu'on n'était peut-être pas capable de les faire à la fois accepter par les autres, qui du coup, eux, utilisaient des règles peut-être plus simples et qui finissaient par... et on se demande si on se finissait pas par se tirer des balles dans le pied. On l'a vu sur les banques. Là, on est en train de le voir manifestement sur d'autres sujets. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. Il y a des nouvelles réglementations qui vont sortir, qui sont assez pénalisantes manifestement pour l'Europe. Et donc, vous comprenez qu'on ait peur quand même de se dire, est-ce qu'on ne va pas encore être très vertueux ? Et puis, est-ce que ça ne va pas nous retomber dessus si on est les seuls à être vertueux finalement ? Votre question est totalement, évidemment, légitime. Je crois que nous sommes dans un cas de figure un peu différent dans ce cadre du combat pour le climat. Je crois qu'il y a une sorte d'assentiment général, une sorte de soutien général qui fait que toutes les initiatives allant dans le sens de la transition climatique bénéficient d'un a priori favorable. Je crois que l'Europe, dans ce cadre, a l'avantage d'avoir fait des travaux plus avancés, d'avoir développé des méthodologies en avance de phase par rapport aux autres juridictions. Je pense qu'il faut qu'elle continue sur cet élan et que le secteur économique et financier embraye pour montrer l'exemple et convaincre ses partenaires dans d'autres juridictions des bénéfices de cette approche. Je crois que là, il ne faut pas être frileux, mais davantage s'engager, montrer que nous avons des outils, nous avons des référentiels, qu'ils peuvent servir au-delà du cadre européen et simplement convaincre de leur utilité. Mais là, vous en discutez déjà, j'imagine. Bien sûr. Et quels accueils il réserve à vos propositions? Alors, ces discussions ont lieu dans de nombreux cadres. Dans le secteur bancaire et normalisateur, elles ont lieu à Bâle notamment, mais elles ont lieu aussi dans le cadre de groupes de banques centrales. Il y a un réseau qui en discutent. Et elles ont lieu aussi dans le cadre de discussions entre la Commission européenne et le Trésor américain. Ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, l'Europe est en avance de phase. L'Europe a développé des méthodologies, des taxonomies, et que les autres juridictions, pour le moment, se cherchent. Et donc, il est pour le moment possible de les persuader ou de leur montrer comment ces méthodologies peuvent être utilisées et comment elles contribuent à résoudre le problème. Donc je crois que les outils sont disponibles, il convient de les utiliser. C'est ça maintenant l'enjeu des mois et des trimestres à venir. Et ne pas se dire je reste sur le bord du gué ou sur le bord du chemin et j'attends de voir dans quel sens les choses vont partir. Parce que là, l'Europe, dans ce cas-là, perdra le bénéfice de son avance et des travaux qu'elle a fait toutes ces dernières années et risque de se voir imposer un référentiel qui ne sera pas celui auquel elle a travaillé. Ces choses sont coûteuses. Les banques et les acteurs financiers ont déjà beaucoup investi dans ce domaine. Pour commencer, selon leur propre méthodologie, petit à petit, elles sont en train de converger, ces institutions, vers la méthodologie européenne plus commune. Je crois qu'il faut continuer dans cette direction. Merci beaucoup François-Louis Michaud. Alors Guillaume Cazoran, on voit bien que de toute façon, il y aura des nouvelles exigences imposées aux établissements financiers par la réglementation ESG. Est-ce que les établissements financiers peuvent supporter seuls ces nouvelles exigences? Merci Emmanuel. En préambule, je voudrais dire, je représente la pensée du CRSF, qui s'est penché sur l'ensemble des textes qui ont été publiés par les autorités de supervision européennes, l'ESMA, l'EIOPA et l'EBA, dont nous avons le directeur général avec nous ce matin, et je le remercie infiniment. En quelques mots, je voudrais quand même dire quelques mots sur ces textes. Donc, la taxonomie demande à toutes les entreprises de publier les ratios et indicateurs précisant le degré de durabilité de leurs activités, notamment sur le plan environnemental. Mais pas simplement. Elle introduit avec l'EBA
la notion de ratio d'actifs verts dans les banques. C'est intéressant. SFDR, qui concerne la gestion d'actifs, cherche à homogénéiser l'information sur le degré de durabilité des produits financiers et calcule les impacts sur le portefeuille, outside in, et les impacts du portefeuille sur la biosphère, approche inside out. Ce n'est pas uniquement de la publication d'informations. Donc là, il y a une logique de risque. La révision du pilier 3 de la réglementation prudentielle, CRR, pose les calculs pose les bases du calcul d'un risque climatique. À ce propos, je pense que M. Michaud a remarqué, l'annexe 7 demandée aux banques prévoit notamment d'évaluer en 2024 les impacts sur leur portefeuille de la dégradation du climat, accroissement de la vitesse du vent, augmentation de la température, fonte des glaces et du permafrost, et j'en passe. Donc, voilà l'ensemble des textes qui ont été, dont les bases ont été posées en ce début d'année et pour lesquels il y a eu des calls for evidence par les autorités de supervision européennes. Si on essaye d'évaluer l'articulation générale des textes, leur conception et leur portée, d'un point de vue conceptuel, la taxonomie mesure de manière statique le degré d'atteinte aujourd'hui par une entreprise des objectifs de la COP21. Donc, on a demandé, enfin, je pense que le CRSF demande qu'on passe en dynamique. La dynamique et les efforts fournis ne sont pas assez pris en compte. On sent que le régulateur hésite entre un objectif de fournir une information sur l'avancement de la convergence vers des activités de plus en plus durables et le calcul d'un risque. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question de la portée pratique du ratio d'actifs verts, qui n'est pas un outil de gestion des risques et qui pourrait de surcroît donner le sentiment, lors des premières publications, c'est la crainte de pas mal d'établissements, que les banques n'ont quasiment pas fait d'efforts en matière de durabilité de leurs actifs. Enfin, un autre point important, c'est la charge de calcul des impacts des dérèglements climatiques incombe intégralement, dans sa conception générale, aux banques et investisseurs institutionnels, à l'approche outside-in dont je vous parlais, alors que l'ESMA aurait pu, dans la taxonomie, si vous voulez, demander aux entreprises non financières de calculer les risques liés au dérèglement climatique. Qui mieux que chaque entreprise peut évaluer les risques climatiques, si vous voulez, de la montée des eaux sur l'ensemble de ces usines, si vous voulez. Voilà, donc, et depuis des années au CRSF, si vous voulez, nous élevons contre la tendance des États-Unis à extraterritorialiser leur réglementation. Dommage, parce que, là je me retourne vers M. Michaud, les Européens perdent une occasion d'extraterritorialiser leur réglementation en n'imposant pas la production des mêmes informations aux corporates étrangers. Maintenant, si on tente de mesurer l'effort de mise en conformité que vont devoir fournir les acteurs du secteur financier, en fait, les banques, assureurs, investisseurs institutionnels vont devoir fournir l'essentiel de l'effort d'évaluation. Ce travail va exiger de manipuler des données peu présentes dans les systèmes d'information, vous venez d'en parler, le plus souvent fournis à dire d'experts, non certifiés, voire non certifiables, sans compter le fait que le secteur financier ne dispose pas des expertises, notamment climatiques. Bon. Les banques qui ont répondu au questionnaire de l'EBA, j'ai lu ça, j'ai épluché ça, sur la taxonomie, ont évalué la difficulté de récupérer les données demandées à 9,6 sur 10. Il y a un doute immense, si vous voulez, sur la difficulté à se procurer les données. Et certaines réponses des banques et assureurs à l'EBA, à l'EIOPA, mettent en avant avec beaucoup de bon sens le besoin de créer une base de données européenne du caractère durable des activités des entreprises, ainsi qu'un processus de certification européen. Je laisse d'ailleurs la deuxième table ronde expliquer les difficultés pratiques rencontrées lors de l'exercice de stress test climatique dont vous venez de parler, M. Michaud. Soyons clairs, la réglementation ESG va occasionner vraiment un Big Bang réglementaire sur le secteur financier. Juste Guillaume Cazeron, avant de continuer, une petite réaction quand même, François-Louis Michaud. Un mot, donc la séquence. Donc vous avez évoqué les textes qui sont effectivement publiés. La séquence est la suivante. Identification des risques, mesure des risques, et ensuite traitement prudentiel. La démarche est en 3 temps. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tarifer prudentiellement, d'ajouter des fonds propres, des exigences en fonds propres sur des choses que nous ne savons pas encore mesurer. C'est pour ça que j'insistais dans mon propos sur la nécessité de réduire ces manques d'informations qui sont aujourd'hui prégnants. Et c'est pour ça que notre étude pilote mettait en lumière
aujourd'hui le besoin absolument critique pour les banques de commencer à travailler sur ces données, de persuader leurs clients de fournir ces données. Et nous pensons que le fait pour les banques de s'impliquer dans ce domaine, compte tenu de leur rôle au cœur de l'économie européenne, au cœur du système européen, je reviens à ce que disait Patrick Artus plus précédemment, leur donne un avantage et leur donne une responsabilité même absolument essentielle pour accompagner cette démarche. Les banques, leur travail, finalement, leur rôle, c'est de l'information, c'est de réduire les asymétries d'information. Elles ont ici un rôle à jouer très clair, qui est celui d'accompagner leurs clients et de faciliter cette transition en travaillant sur ces données, travail qui va effectivement nécessiter des années. Alors, Guillaume Cazoran, on a quand même assez bien compris qu'au final, vous étiez inquiet de l'impact de toutes ces exigences sur la compétitivité du secteur financier européen. Bah oui, vous avez compris que l'Europe avance très vite, on vient de le dire, hein, plus d'une fois, et vous l'avez dit, Emmanuel, et que cela va se traduire par une charge très lourde, notamment pour le secteur financier européen. Moi, si vous voulez, au-delà de l'Europe, les initiatives foisonnent sur ce thème du support de la finance à la transition climatique. Donc le G20 devrait se prononcer sur ce thème avant la fin de l'année. Au passage, petit clin d'œil, on a remarqué au CRSF que ce sont les États-Unis et la Chine qui dirigent le groupe de travail consacré à la finance durable. Bravo. Ce n'est pas de la faute de M. Michaud, ce n'est pas de la faute des Européens. Je ne sais pas de qui est la faute, mais enfin, à qui incombe la faute, mais bon, voilà. Le NGFS, dont on a parlé, c'est-à-dire l'organisme, enfin le network des centrales banques pour le verdissement de l'économie, pourrait donner une impulsion majeure au verdissement du système financier et de l'économie en valorisant différemment le collatéral en fonction de l'effort consenti pour le respect des accords de Paris et en limitant les achats de titres par les sociétés en ne respectant pas ces données. Alors moi j'ai lu le rapport de l'IPFS, l'International Platform for Sustainable Finance, émis en octobre 2020 à l'issue d'une année de réflexion, sachant que l'IPFS est quand même d'inspiration européenne. Pour moi, il met en évidence le fossé qui existe potentiellement entre les standards européens et ceux des autres pays. À titre d'exemple, je vous donne quelques exemples. Les efforts de taxonomie se limitent dans les pays comme la Chine ou l'Inde à n'imposer des standards que pour les émissions de titres verts. Ce n'est pas grand-chose. Dans certains pays comme le Canada, c'est le secteur privé qui dirige les travaux de taxonomie. En fait, bon, de la même façon que le CRSF, si vous voulez, la BERD et la BEI ont fait le même constat et souhaiteraient que la plupart des pays alignent leur régulation de la finance durable sur celle de l'Europe. En clair, le risque que l'Europe se retrouve seule sur les thèmes de la transparence en matière de durabilité et du calcul des risques climatiques est élevé. Il n'est pas certain, j'entends ce que dit M. Michaud. En conséquence, le CRSF demande au mieux un alignement des autres blocs continentaux sur la régulation ESG européenne, notamment par des déclarations allant dans ce sens au G20. Si ce n'est pas le cas, un assouplissement du calendrier européen de mise en œuvre, notamment de la taxonomie et de la réforme des CRR, sauf si la réforme des CRR ne se traduit pas prudentiellement, comme vous disiez, M. Michaud. Et il apparaît prématuré de demander au secteur financier, donc c'est l'idée, d'évaluer un risque ESG. Mais je crois que c'est clair dans l'esprit, maintenant, en discutant avec le BA, c'est tout à fait clair. Compte tenu du caractère lié et imbriqué des différents textes proposés dont je vous parlais tout à l'heure pour la publication d'informations concernant la durabilité, je suggère, si vous voulez, qu'on procède, si vous voulez, à une révision générale. Enfin, non pas une révision, mais à une consultation, à une réflexion un peu d'ensemble pour voir, si vous voulez, si les corporates ne peuvent pas apporter de l'information, notamment au secteur financier. Merci Guillaume Cazoran. Je laisse la parole à la salle. On a le temps pour une question. Donc si vous avez une question, vous levez la main, vous levez tout court, d'ailleurs, pour qu'on vous voit bien, et vous vous présentez. Une question, oui, ici. Est-ce que vous pouvez vous lever, madame, et vous présenter, s'il vous plaît? On vous apporte un micro tout de suite.
Monsieur Le Chypre, 200 milliards d'euros étaient dépensés pour la transition énergétique et aucune réduction de CO2, nous dit Cour des comptes. On peut demander, Monsieur Casouran, dans quelle économie on peut investir et pour combien de temps? Merci. La question est pour vous. Non, mais c'est très intéressant ce que vous évoquez. Depuis 2 ou 3 jours, il y a quelques rapports qui sont sortis sur le fait que tous les efforts que produit par exemple la France ou l'Europe ne serviront a priori pas à grand-chose si les autres pays ne s'y mettent pas. C'est évident. C'est évident. Ça, ce que vous dites est parfaitement exact. Donc, mais ceci dit, et là, je rejoins, si vous voulez, l'objectif, si vous voulez, de la matinée. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut être un petit peu en avant sur un certain nombre de sujets, notamment sur le risque climatique, pour la réduction du risque climatique à long terme. Donc, à la limite, il faut être bon élève. Bon élève ne veut pas dire forcément, si vous voulez... être naïf. Naïf, bah voilà. Oui. Merci à tous les trois. Merci beaucoup Patrick Artus, Guillaume Casauran, François-Louis Michaud. Eh bien, je vais maintenant demander aux participants de la table ronde suivante de bien vouloir me rejoindre. Maya Attig, Franck Roncet, Frédéric Wisniewski. On se retrouve pour cette deuxième table ronde. Alors, on va aller plus loin pour essayer de décliner un petit peu concrètement cette transition et environnementale, et puis comment la réglementation peut accompagner cette transition en emmenant le plus effectivement de pays possible sur nos points de vue. Pour participer à cette table ronde, Maya Attig, bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération bancaire, directrice générale, pardon, de la Fédération bancaire française. Absolument, pardon, c'est moi qui suis en faute. Franck Roncet, vous êtes le directeur des risques de BNP Paribas. Et Frédéric Wisniewski, vous êtes médiateur crédit et secrétaire général adjoint de l'ACPR. L'ACPR qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On commence avec vous, Maya Attig. Bon, la première table ronde a campé le décor, hein. Comment la réglementation, d'abord, va-t-elle pouvoir accompagner la transition énergétique? Et puis surtout, voilà, comment faire en sorte que la vision européenne, finalement, fasse consensus mondial? Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui va nous permettre de faire un très large tour du sujet. Alors, la question, en fait, on est dans un environnement, dans un cercle qui parle de régulation financière. Mais je voudrais d'abord rappeler que le principal, non pas incitatif, mais la principale norme pour la transition énergétique, c'est la réglementation environnementale tout court. Et donc, on est dans une forme, je dirais, de réglementation financière au second degré, où on considère qu'en plus des normes techniques, des normes de contrôle des émissions polluantes de diverses industries ou des pratiques de divers domaines agricoles ou autres, voilà, tout secteur confondu, eh bien, il doit y avoir une couche d'incitation donnée par le secteur financier. Pour le dire clairement, on part de l'hypothèse que c'est au secteur financier de faire des choix plus ambitieux que ceux des gouvernements et des différentes entités qui font de la réglementation environnementale. Alors, ça pose deux questions pour les banques. D'abord, celle du choix
qu'elles ont à faire. Autrement dit, est-ce qu'elles ont, alors je dis les banques, mais ça peut aussi bien concerner les assureurs, les investisseurs, etc. Est-ce qu'elles ont à punir ou à faire payer davantage des acteurs qui, tout en respectant la réglementation environnementale, doivent en faire encore plus, c'est-à-dire ils n'en font pas suffisamment, donc plus vert que vert, première chose. Et la deuxième question, c'est au fond celle du bon calibrage d'une réglementation financière qui, elle, conduirait justement à inciter les banques à faire ce choix punitif pour certains de leurs clients qui pourtant sont parfaitement en règle par rapport à toutes leurs normes. Voilà. Alors, je dirais, en cela, la réglementation purement financière, il faut qu'elle soit extrêmement bien pensée. Autrement dit, encore une fois, qu'elle ne fasse pas porter sur le secteur bancaire ce rôle de celui qui exclut, celui qui refuse les financements, celui qui finalement va faire payer beaucoup plus cher des entreprises qui, encore une fois, ont besoin d'argent, ont besoin de crédit à la fois pour accomplir leur métier habituel et puis pour faire cette transition qui coûte très cher. Qui coûte très cher, et c'est normal d'ailleurs qu'elle coûte très cher. François-Louis Michaud l'a dit tout à l'heure, il faut qu'elle... en tout cas, elle répond à une aspiration sociétale très forte. Alors, donc je voulais absolument rappeler cette évidence parce qu'encore une fois, c'est quand même aux entreprises, aux particuliers de faire ce travail, aux entreprises du secteur financier de les accompagner. Et finalement, la régulation, elle vient autour de tout ça en tant qu'orientation. Mais la finance, on ne peut pas lui demander de jouer les perles à morale non plus, vous voyez, c'est exactement. Ça qui est compliqué. C'est pour ça que je crois que c'est très important d'avoir en tête que dans le monde dans lequel nous sommes, au fond, les acteurs sont ensemble. Chacun joue son rôle. On connaît tous, bien sûr, cette métaphore du colibri. Et effectivement, chaque particulier, par ses gestes quotidiens, le contrôle de sa consommation énergétique que permettent aujourd'hui tous les grands énergéticiens, par ses choix personnels de vie, automobile, logement, etc., chacun a son rôle à jouer. Et les acteurs financiers ont leur rôle à jouer. En revanche, que la réglementation, par le biais d'une taxonomie, par exemple, qui discriminerait tel ou tel secteur d'activité, que le secteur financier en soit conduit à exclure par obligation et non pas par choix des activités qui sont par ailleurs parfaitement autorisées par ceux à qui il incombe d'établir la réglementation environnementale, c'est ça qui serait anormal. Donc je crois qu'il y a un enjeu très fort là ici dans cette réglementation financière qui est de bien se dire qui doit travailler, à qui est-ce le rôle. Depuis tout à l'heure, par exemple, on parle des données. On dit « Ah oui, mais alors le secteur financier a du mal à avoir les données ». Bah oui, il ne va pas les inventer, les données. Donc qui doit les calculer, ces données? Ce sont les entreprises, ce sont peut-être les particuliers. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises, justement, aient un intérêt autre que je dois répondre à ma banque parce que ma banque m'a demandé à remplir ces bases de données, ces informations précises. Voilà. Donc je crois que ce que la réglementation peut faire pour aider, c'est deux choses. D'abord, être très clair justement sur le rôle de chacun et l'intérêt de chacun à remplir les informations. Autrement dit, avoir une taxonomie qui prenne en compte les transitions, qui prenne en compte les évolutions et qui ne conduisent pas, je dirais, à des visions d'exclusion ou à des classements qui vont être considérés complètement illégitimes par les entreprises qui devront ensuite rentrer dans une case ou dans l'autre. Première chose, la réglementation, elle doit bien considérer la transition et non pas la photo, en disant vous, vous êtes polluant, vous n'êtes pas polluant, vous, on ne veut pas de vous, et vous, vous avez droit au crédit. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. Et la deuxième chose que doit faire la réglementation, je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est ne pas être naïf. Et donc, l'enjeu européen aujourd'hui, alors qu'il semble que le reporting extra-financier, il sera défini par une institution internationale qui établit les normes IAS. Donc on sait très bien ce qui s'est passé pour ces normes. Eh bien, si c'est vraiment cette institution internationale qui doit établir des règles de reporting extra-financier, alors il faut que l'Europe pose ses règles très très vite et qu'elle dise OK pour entrer dans ce jeu international, mais il faut que ceux qui participent aux travaux s'engagent eux aussi à appliquer. Et il ne faut pas qu'on se fasse avoir cette fois-ci. En clair, c'est ça. Voilà.
Alors, il y a quand même... parce que, il y a deux choses différentes. Il y a à la fois la bataille des normes, des réglementations, etc. Mais il y a aussi la bataille des financements. Oui. J'ai envie de dire. Et là, on a une dimension nouvelle quand même, qui sont tous ces plans de relance qui sont censés contribuer à la transition énergétique. Comment, justement, avec cet argent public, on peut faire avancer la transition énergétique? Oui. Alors ça, c'est la dimension du choix. Hein. Tout à l'heure, je l'ai dit, finalement, les règles vont imposer de choisir certains projets, mais les stratégies des financeurs, elles conduisent, elles aussi, à leur permettre d'accompagner plus ou moins fortement tel ou tel secteur. Alors l'argent public, là, ici, il vient comme levier pour assurer... Je vais prendre un exemple très simple. Dans le domaine de l'hydrogène, il y a des projets qui vont être extrêmement coûteux. Alors plus ou moins, bon, en tout cas, il y a des projets coûteux. On sait à peu près combien ça peut coûter de construire telle ou telle infrastructure. En revanche, on ne sait pas à quel prix on va pouvoir le vendre et on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner ni à quel horizon. Et donc, dans le calcul économique que j'essaye de résumer de façon très simple, la subvention, elle vient couvrir finalement la part d'incertitude. Donc le secteur privé, il va pouvoir intervenir en financement pour un certain niveau. En revanche, c'est important qu'il y ait des subventions publiques et qu'il y ait des règles publiques très claires et très stables d'achat de l'énergie in fine, donc est stable dans le temps, hein, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, pour permettre de viabiliser ces projets. Parce qu'au fond, quand on parle de transition, ce sont des projets, ce sont des entreprises qui bâtissent des infrastructures, voilà, bon, et qui, à un moment donné, ont besoin de savoir combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et l'incertitude entre combien ça me coûte et combien ça me rapporte, une partie, quand le défi technologique est important, ou que l'incertitude réglementaire est importante, ça, c'est à l'État de le porter. Et donc, je crois que tout ce qui est fait dans les différents plans de relance pour financer des filières particulières, pour faire accélérer la recherche, pour permettre justement de passer de quelque chose qui est au stade de l'expérimentation, de passer à l'échelle, ça, c'est vraiment là que les différents plans de relance ont leur place. Merci beaucoup, Maya Hatig. Alors, on va maintenant... j'ai envie de dire, mettre les mains dans le cambouis du côté des banques, à qui on demande finalement toutes ces nouvelles données, toutes ces nouvelles exigences. Franck Roncet, vous chez BNP Paribas, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour finalement réussir à qualifier le profil de vos clients, comment faire pour suivre l'évolution de leur portefeuille? Ça va demander quand même un certain nombre de développements, d'infrastructures. Absolument, et c'est un travail de longue haleine. Alors, on va parler infrastructure, je voudrais juste dire que c'est quelque part le deuxième volet de ce qu'une banque fait. D'abord, ce que font les banques, leur mission, c'est de servir l'économie, c'est de servir leurs clients. Donc c'est en fait cette problématique ESG, c'est une opportunité fantastique de réengagement des clients et donc de développement de nouvelles offres commerciales. Donc ça, c'est le premier volet. Ce n'est pas celui dont je m'occupe directement. Ce dont je m'occupe, entre autres, c'est donc la mise en place de cette infrastructure. Et je voudrais quand même dire que ça fait plus de 10 ans que les banques, comme BNP Paribas, ont mis en place un certain nombre de politiques sectorielles ESG. Ça ne date pas d'hier. Ce qui est vrai, c'est que le besoin d'une industrialisation de ce process est plus récent. Et en tout cas, la réalisation de ce besoin d'industrialisation est plus récent. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure? C'est des processus, des données, des méthodologies, des modèles et un système d'information ou des systèmes d'information. Donc, c'est effectivement une chaîne qu'il faut construire, c'est assez lourd, mais c'est nécessaire. Donc, il faut aller chercher des données, ou bien internes, c'est-à-dire dans le dialogue avec le client, la compréhension et la captation d'un certain nombre de données ESG du client, de la même façon qu'on va chercher dans le KYC, dans le Know Your Client, un certain nombre de données qui ne sont pas de nature ESG, peut-être de sécurité financière, des choses comme ça, mais donc des données
qu'on va capter en interne et des données externes qui existent de plus en plus. Ces données, il faut les traiter et il faut, avec ça et un certain nombre de méthodologies à développer, il faut définir le profil ESG de chacune des transactions que nous faisons, de chacun de nos clients que nous servons et également, du coup, de nos portefeuilles. Alors, pourquoi faire ? D'abord, pour s'assurer que les portefeuilles, notamment de crédit, sont alignés avec un certain nombre d'engagements que les banques prennent, les accords de Paris par exemple, le Net Zero Banking Alliance, donc le zéro carbone 2050, qui est encore plus ambitieux, et également être capable, donc non seulement l'alignement à un certain nombre d'engagements publics, mais c'est lié et en même temps c'est différent, l'évaluation des risques, donc les risques présents, les risques futurs, en fonction d'un certain nombre de scénarios. Donc c'est ça l'infrastructure. Mais je voudrais souligner le fait que l'engagement avec les clients et la connaissance des clients est très important, même d'un point de vue risk management, parce qu'au fond, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut définir, c'est une opinion de la pérennité de nos clients. On veut s'assurer que les clients que nous avons en portefeuille sont aujourd'hui des bons risques et seront des bons risques à l'avenir. Franck Roncet, il y a une dimension qui est cruciale dans tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire que vous êtes capable sans doute de faire tout ça, mais la problématique c'est dans quel timing? Est-ce qu'on ne va pas être trop exigeant en matière de rapidité finalement pour réussir tout ça? Est-ce qu'on va vous laisser le temps de vous adapter? Alors là, on va directement dans un certain nombre de points qui ont été évoqués. Effectivement, ça va prendre du temps. On a, dans la construction de cette infrastructure, un timeline qui va prendre plusieurs années. Et effectivement, le risque, c'est que ce soit en collision avec des demandes qui vont peut-être aller trop vite, un peu trop loin. Et attention, il faut être ambitieux. Et je comprends l'impatience d'un certain nombre d'acteurs responsables, des organisations, les NGO, les clients, les actionnaires, les régulateurs, les superviseurs. Il faut être ambitieux. Il faut être humble également et se rendre compte qu'il faut faire les choses une par une et il faut prendre garde à ne pas précipiter les choses ou mettre quelque part, un peu, au risque d'être un peu trivial, de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça? C'est une très bonne question. Et il ne faut pas que l'objectif principal des banques, qui est de soutenir cette transition de nos clients, ce qui est la compréhension de comment les amener avec le dialogue à évoluer leur propre business model, soit pris dans des mouvements qui nous empêchent de faire ce travail de banquier, tout en même temps, parce que c'est aussi le travail de banquier, s'assurer qu'on comprend les risques qu'on prend avec eux et qu'on puisse en même temps les soutenir et être capable de comprendre le profil et éventuellement décider que ce client ne peut plus faire partie de notre fonds de commerce parce qu'il ne pourra pas, il n'aura pas les moyens, même avec du soutien, il n'y arrivera pas. Ce ne sera pas la majorité, mais ça doit être possible. Ça fait partie du travail. Moi, je suis CRO, j'ai 2 casquettes. Ma première casquette, c'est de développer cette infrastructure. Ma deuxième casquette, c'est de faire mon travail de tous les jours, c'est-à-dire donner une opinion sur les risques et éventuellement empêcher certains d'entre eux. Et ça, c'est déjà live, c'est déjà opérant. Dans les banques, aujourd'hui, en tout cas chez BNP Paribas, mais je suis sûr chez mes confrères, tous les jours, notamment dans le crédit, les décisions sont prises, la dimension ESG est déjà prise en compte dans les décisions de crédit que nous prenons, en fonction des politiques qu'on a établies, en fonction de l'esprit de ce qu'on sait ou de ce qu'on pense que notre portefeuille de crédit doit être à l'avenir. Ouais, et puis là encore, hein, attention à ne pas se tirer des balles dans le pied, finalement, en étant peut-être trop transparent, en montrant des chiffres qui veulent être très, très transparents, mais
qui pourrait peut-être être déceptif. Finalement, si on dit par exemple demain, on se rend compte qu'avec tous nos calculs, la part green de telle ou telle banque est très faible. Voilà, faut faire attention aussi à ces risques-là. Alors Maya le disait tout à l'heure, la photo aujourd'hui, si on la montre, elle peut être mal interprétée. Et le danger que nous avons, et on a souvent ce dialogue avec François-Louis, et je respecte beaucoup cette ambition européenne, mais l'objectif, ou je devrais dire plutôt que mais, l'objectif, c'est quand même de valoriser les efforts des banques européennes, et notamment françaises, énormes dans le domaine, et un risque, le risque, c'est que la lumière qu'on projette sur nos efforts déforme ces efforts et ne les mettent pas assez en valeur, et au contraire, sur la photo d'aujourd'hui, montre des pourcentages de verre qui, au fond, détruisent l'image et déforment l'effort que nous faisons. Et le risque, du coup, si la façon dont on nous demande d'exprimer notre profil ESG se fait de façon un peu trop compliquée ou un peu trop détaillée ou qui ne permettent pas une bonne interprétation, eh bien, ça pourrait se retourner contre nous. C'est un équilibre fin parce qu'il faut être ambitieux et en même temps, il faut faire attention à ce que ces efforts qui ont commencé en Europe ne soient pas, au fond, qu'on permette qu'ils soient mal interprétés et que, du coup, dans d'autres pays, peut-être de façon un peu plus pragmatique, peut-être plus simple, un peu plus approximative, certes, mais mettre mieux en lumière l'effort de banques qui auront fait moins d'efforts que nous. Ouais. Juste, vous vouliez rajouter un mot, Maya? Oui, je voulais compléter ce que dit Franck. C'est vrai que les autorités européennes, notamment, ont envie de créer un sentiment d'urgence ou de travailler à partir du sentiment d'urgence sur le climat que nous connaissons tous. Et du coup, leur idée qui est que le Green Asset Ratio, donc finalement ce ratio d'actifs verts, finalement, si ça part de bas, ça montera forcément, donc un bon principe Shaddock bien connu. C'est vrai qu'en partant de ce principe, pour eux, ça crée un sentiment d'urgence d'avoir un taux très bas. Or, pour les entrepreneurs que sont les banquiers, pour les entrepreneurs que sont les clients des banquiers, partir en vous flinguant dès le départ, c'est plutôt quelque chose de très négatif. Et il vaudrait mieux avoir des calculs rationnels. Je rappelle que dans cette fameuse taxonomie, ce qui est prévu, c'est de calculer, de donner une catégorisation à une petite part du bilan et ensuite de rapporter ce niveau-là à l'ensemble du bilan. Autrement dit, c'est comme de vous faire passer des examens sur 10 matières et de calculer la moyenne uniquement sur une partie. Et donc, forcément, la moyenne va être très faible. Et en partant comme ça, vous plombez les élèves. Voilà. Donc ça, on le sait tous, c'est le jour du bac aujourd'hui, on sait que ce n'est pas comme ça qu'on gagne confiance en soi. Formidable. Merci beaucoup, Maya Attig. Frédéric Wisniewski, vous êtes le médiateur crédit et secrétaire général adjoint de la CPR. Le gouvernement a présenté le 1er juin un plan d'accompagnement justement des entreprises dans cette transition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes de ce plan et nous expliquer finalement quel est le rôle de la Banque de France dans ce dispositif ? Oui, je crois qu'on a un double enjeu dans la période actuelle. On a l'enjeu qui a largement été évoqué d'assurer ce mouvement de transition énergétique. Et puis on a un autre enjeu qui est de terminer la gestion de cette crise sanitaire. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est ni une crise financière grâce à la réglementation, je réponds aux propos introductifs, largement à tout ce qui a été fait et à la manière dont les banques ont évolué. Et ce n'est pas une crise des fondamentaux de notre économie. Et donc on a un enjeu aujourd'hui qui est à la fois de faire en sorte que nos entreprises sortent en bonne situation de cette crise
et soit en mesure d'assurer cette transition, parce que j'abonde dans le sens de ce que Maya a dit. La responsabilité, bien évidemment, elle est forte du système financier, compte tenu du rôle d'intermédiation qu'il joue, mais il n'y aura pas de transition énergétique si les entreprises, si les particuliers n'ont pas des projets que les banques financeront, mais s'il n'y a pas de projet, il n'y aura pas de transition énergétique. Et donc le premier élément de ce mouvement, c'est de poursuivre le maintien des activités économiques qui a été assuré par l'ensemble des dispositifs publics mis en place pendant la crise, de manière à faire en sorte que ces entreprises dont on a maintenu les activités et les emplois soient à même de rebondir. Et donc c'est tout l'objectif du plan d'action, d'accompagnement qui a été présenté effectivement, qui est de détecter le plus tôt possible les entreprises qui pourraient connaître des difficultés, de manière à bien les orienter et à leur proposer des solutions adaptées. Et c'est de cette manière-là que l'on pourra utiliser à bon escient tout le dispositif du plan de relance, qui comporte une dimension importante de financement vert. Mais là encore, moi j'insiste beaucoup, même si on est dans une enceinte financière, il n'y aura pas de transition énergétique s'il n'y a pas ces projets. Et ce qui pose problème aujourd'hui, quand on regarde la situation, on voit qu'il y a des dispositifs publics, il y a des financements qui existent, mais les entrepreneurs n'ont pas le temps, enfin ils gèrent leur entreprise et ils n'ont pas le temps nécessaire pour voir comment accéder à ces dispositifs. Et donc il y a un enjeu d'accompagnement qui est extrêmement fort. Je renvoie à ce qui a été annoncé hier pour les TPE-PME, enfin plutôt les TPE, sur l'accompagnement qui va être fait par les chambres de commerce notamment et par les chambres de métiers. C'est fondamental parce que les entreprises, il faut qu'on puisse les orienter de manière simple. Et le plan d'action, là aussi, a cette même philosophie de points uniques. Parce que, voilà, il faut savoir à quel endroit aller et comment se faire accompagner. Et donc ça, cette notion d'accompagnement, et c'est un rôle que la Banque de France joue également. On a un réseau de correspondants TPE, PME qu'on a mis en place depuis plusieurs années, dont l'objectif, justement, est de conseiller, orienter les entreprises. Et dans cette dimension de financement durable, c'est quelque chose, bien évidemment, qui va être extrêmement important. Comment on peut faire quand même pour augmenter la part des projets de transition énergétique dans les plans de relance? Alors on a vu qu'en France, c'était un tiers à peu près des projets. Mais là encore, on a l'impression que la France est en avance, l'Europe est en avance. Globalement, il faudrait que tout le monde fasse davantage. Mais comment ? C'est bien le problème. En introduction, on citait les propos de Christine Lagarde. Il ne suffit pas de décarboner, il faut le faire. Réduire les financements carbone, mais il faut avoir d'autres types de financement. Donc on en revient à des projets. Je veux dire, François Louis citait un sondage, bon, ben c'est très bien. Donc tous les Français sont d'accord que c'est le risque principal. Donc ça veut dire que tous les propriétaires vont rénover leur logement pour aller vers cette transition énergétique. Ben, ils ne le feront. Malheureusement, il y a un coût que s'il y a des incitations. D'abord, s'il y a un dispositif de continuité, si le particulier il doit aller se renseigner, alors oui, qui peut faire ma rénovation? Ensuite, il va à un autre guichet, qui va m'accorder la subvention? Après, un troisième guichet, qui va me faire le financement? Non, donc il faut qu'il y ait cette notion d'accompagnement, de point unique dans la continuité, parce que sinon, les gens n'auront pas cette démarche. On chiffre à plusieurs centaines de milliards d'euros les besoins de financement. Les plans de relance y participent, mais les plans de relance ne suffiront pas si, effectivement, les entreprises et les particuliers ne suivent pas ce mouvement. Donc pour moi, c'est cette notion d'accompagnement qui est fondamentale si on veut réussir cette transition énergétique, en mettant l'accent bien évidemment sur ce que doivent faire les banques, avec notamment le conseil à leurs clients, mais ça ne suffira pas si on n'a pas cette notion d'accompagnement très forte, de manière à faire correspondre finalement les sondages et la réalité, et on est loin aujourd'hui de faire correspondre les deux. Merci beaucoup Frédéric Wisniewski. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur. On va vous apporter un micro. Si vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit bien et vous présenter.
Oui, bonjour à tous, Samuel Tadier, économiste. Juste, merci à tous les intervenants. J'ai 3 questions, aussi un petit résumé. Si je comprends bien, les banques françaises sont plutôt bien classées. Donc on note la sortie du charbon, les actifs sous gestion, etc. Finance for Tomorrow et l'exercice stress test de la CPR, l'exercice pilote de stress test green. Donc il y a plusieurs points de convergence. Finalement, la question qui me paraît évidente, d'ailleurs un call avec un économiste anglo-saxon m'a dit, est-ce que ce ne serait pas une évidence l'expression « go green, then go knocking on at the bank's door ». Pour lui, c'est évident qu'il y a une question de manque de projets. On voit que l'argent est là, mais finalement, les projets ne sont pas là. Donc finalement, à la question de la prise de risque, est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture du risque, en européen notamment, qui n'est pas une culture du risque anglo-saxonne? Est-ce que ce n'est pas sur ça qu'on bute finalement? Donc, merci. Voilà. Merci pour votre question. Oui, c'est manque de projet. Voilà, il y a aussi peut-être. Mais ça, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Mais grosso modo, est-ce qu'on n'a pas trop peur de se lancer? Est-ce qu'on n'a pas effectivement trop peur du risque? Est-ce qu'on n'est pas assez audacieux, hein? Regardez tout ce qu'a dit le président de la République. Après tout, on n'est pas assez fou, on n'est pas assez innovant. Quand il parlait des vaccins, est-ce que en France et en Europe, on est assez disruptif finalement? Qui veut répondre? Les banquiers? Oui, enfin, la culture du risque, bon, c'est effectivement vital en général. Quand on parle innovation, quand on parle investissement dans des domaines nouveaux, effectivement, il est très probable que ça vienne avec des dimensions de risque moins connues et un peu plus aléatoires. Donc, les banquiers sont là pour trouver cet équilibre. Mais je vais poser la question autrement. Est-ce que les banquiers accueillent avec assez d'enthousiasme, de bienveillance les projets? C'est-à-dire que est-ce que quand vous êtes un entrepreneur anglo-saxon, on mise pas davantage sur vous quand on est une banque américaine? On vous encourage. Est-ce que vous n'êtes pas trop rabat-joie finalement, vous, les banquiers français et européens? Pas assez audacieux, pas assez encourageant pour des projets un peu risqués? Maya Attig. Des projets c'est vous la patronne des banquiers, là. Oui, mais comme c'est l'économiste de la FBF qui a posé la question, je ne voudrais pas qu'on croie que c'est un pas de deux. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la banque, il y a différents types de capitaux qui sont là pour adresser différents types de risques. Il y a de l'equity, enfin, il y a du capital en action, et puis il y a du venture capital, et puis à un moment donné, il y a du financement, et il y a différents types de risques qui doivent être pris par différents types de montages ou différents types de sources de financement qui attendent des retours sur investissement un peu différents et en fonction des risques. Donc on ne peut pas complètement demander non plus à des banquiers de financer des choses qui sont... avec des rendements qui sont, des marges qui ne sont pas forcément très élevées, des projets qui sont très risqués. Donc il faut trouver cet équilibre et il faut s'assurer que les bonnes sources de financement, éventuellement en capital, c'est-à-dire en action, arrivent dans les projets les plus risqués. Et à un moment donné, oui, il y a cette frontière où le banquier peut, dans le cadre de certains types de financement, s'aventurer un peu plus. Peut-être faut-il le faire, effectivement. Mais il ne faut pas tout demander au financement. Il y a de la prise de risque qui doivent être couverts par différents types de capitaux. Oui, puis après, il y a différents acteurs. Pas que les banques pour financer les premières étapes. Les assurances, il y a des investisseurs, ils sont là pour ça. Le développement des entreprises. Merci beaucoup à tous les trois. Maya Attig, Franck Roncet, Frédéric Wisniewski.
C'est bon. Ça y est, il est là. On se retrouve pour cette troisième et dernière table ronde autour de notre grand thème général, la relance vers une économie durable. Et donc, nous accueillons pour cette quatrième table ronde Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurance, Olivier Gavalda, Crédit Agricole Île-de-France, vous en êtes le directeur général. Bonjour. Denis Lebeau, bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée conformité de la Société Générale et Benoît Ranini, le président de TNP. Alors tiens, on va donner la parole aux assureurs. Philippe Dumont, d'abord, on est obligé de vous demander, vous, quels enseignements vous tirez de la crise de 2020 ? Écoutez, des enseignements de première nature. Alors, c'était une crise, je vais dire, tout à fait exceptionnelle, qui est le croisement à la fois d'une crise sanitaire et puis du fait que nos économies ont été mises sous cloche. Et la première leçon qu'on tire, c'est quand même que tout le dispositif d'accompagnement de l'État, donc à la fois les PGE, dispositifs de chômage partiel, tout ça a été quand même très efficace. C'était destiné à transporter quelque part notre économie de l'avant à l'après. On n'a pas de problème macro. Quelque part, l'INSEE viendrait actualiser ses chiffres de croissance. Par contre, il y a des sujets ciblés, sectoriels, sur des secteurs qui ont plus souffert, qui redémarrent plus lentement. On peut penser à l'événementiel, l'hôtellerie. Mais est-ce que vous partagez cet avis qui a déjà été exprimé rapidement, qui est de dire finalement, cette crise, elle ne nous emmène pas forcément vers un monde très différent de celui qu'on anticipait avant. C'est-à-dire que la transition écologique, elle était déjà dans les tuyaux, tout un tas d'évolutions étaient déjà dans les tuyaux, mais on va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce d'accélération de l'histoire. Ouais, vous l'avez senti, vous aussi, ça? Oui, bien sûr, Emmanuel. Alors peut-être avant de répondre, je dirais le dispositif a joué son rôle. Et puis comme on est devant un parterre de financiers, je voudrais dire, le système financier a joué également son rôle. Et donc les banques ont été au rendez-vous pour distribuer les PGE, accorder des moratoires, traiter de manière spécifique les entreprises. Et Frédéric l'a dit tout à l'heure. Les assureurs eux-mêmes ont joué leur rôle de financeurs de Ça a été un peu plus dur au démarrage. Ça se discute. Il y a eu le plan relance durable, 2,3 milliards. Voilà, c'était printemps dernier. Il y a les 10 milliards d'euros qui viennent d'être consacrés aux prêts participatifs relance. Voilà, donc c'est en place. Alors après, et pour venir à votre deuxième question, oui, il y a des tendances structurelles. Il va falloir qu'on s'adapte à ces tendances structurelles. Alors on peut dire qu'elles étaient présentes, et vous avez raison, mais on s'attend à une très nette accélération. Alors qu'est-ce qu'on peut mentionner? Bien sûr, la digitalisation. Bon, il y aura peut-être un léger retombé du soufflet, mais en tout cas, très nette accélération de la digitalisation. Deuxième tendance, c'est bien sûr une tendance à une demande de protection accrue qu'on voit dans nos métiers d'assureurs. On aura une troisième tendance qui nous concerne, en tout cas pour les chefs d'entreprise présents dans cette salle, c'est le déplacement, ou en tout cas les évolutions sur tout ce qui est mobilité, les équilibres, travail à distance, travail sur site. Et puis, quatrième tendance qui est au cœur des tables rondes, c'est bien sûr une demande croissante de sens. Quelque part, je pense que ce qui s'est passé nous interroge sur l'évolution de la société, et donc une attente qui est accrue vis-à-vis de tout ce qui est transition écologique. Voilà. Et tout ça, c'était déjà en germe, mais on voit que ça vient effectivement Alors c'est en germe, beaucoup plus vite. C'est nettement accéléré, donc il faudra qu'on s'adapte beaucoup plus vite. Et puis, derniers enseignements, j'allais dire, propres à la fois à l'entreprise que je dirige, mais au secteur des assurances, c'est d'abord une résilience de nos business models, je crois qu'il faut le dire. On a souffert de la crise, mais de manière somme toute raisonnable. Et puis deuxièmement, pour ce qui nous concerne, on a une raison d'être qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et donc, quelque part, cette crise nous a permis de montrer toute l'actualité de cette raison d'être à travers de gestes que nous avons faits, par exemple pour les professionnels agriculteurs, 240 millions d'euros. On est le premier contributeur de la relance avec 2,250 milliards d'euros. Sur les PPR, donc voilà, ça a permis de matérialiser quelque part un peu ce qui est la manière dont nous fonctionnons et ce que nous visons comme objectif.
c'est vrai que cette raison d'être qui paraissait peut-être gadget il y a encore quelques années, au tout début, aujourd'hui on a vraiment trouvé sa raison d'être à la raison d'être. Voilà. Ouais, absolument. Notre raison d'être trouve sa raison d'être dans cette activité. Ouais. Alors justement, vous disiez, c'est des tendances qui avaient déjà été anticipées. Vous n'aviez pas attendu la crise pour prendre des initiatives en matière de finances durables. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être élargir l'ensemble des assureurs. Hein. Tout ça pour dire que le secteur de l'assurance est d'abord un secteur qui est d'assez longue date sensible à tout ce qui est évolution climatique. Pour une raison très simple, c'est si on regarde sur la France, pour les assureurs français, le coût des sinistres climatiques, ce coût a triplé en fait au cours des années récentes. On est sur un coût annuel sur les années récentes qui est de l'ordre de 3,6 milliards d'euros. Et donc, j'allais dire, par définition, le secteur de l'assurance est un secteur qui est très sensible à ces questions. Après, la manière dont nous nous adaptons, il est double. Et finalement, nous avons à nous adapter comme grands investisseurs, d'une part, et puis nous avons à nous adapter également comme assureurs. Alors, investisseurs, à l'été 2019, les assureurs ont pris un certain nombre d'engagements. L'engagement d'être en émission nette de carbone zéro en 2050, hein, ce sont les accords de Paris. Ça nous amène à investir de manière très conséquente dans la transition énergétique. Alors, les derniers chiffres datent de 2019, mais c'est 92 milliards d'euros qui étaient investis, dont 33 dans les green bonds. Et si on prend le cas de Crédit Agricole Assurance, par exemple, nous avons investi 2 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Donc on est le premier investisseur institutionnel français dans les énergies renouvelables. C'est 5 gigawatts de puissance installée. C'est la consommation annuelle d'un peu plus de 4 millions de Français, donc cette dimension. Deuxièmement, il y a bien sûr la prise en compte des critères ESG dans l'ensemble de nos investissements. Sur les 1700 milliards d'assurance vie aujourd'hui, on peut estimer qu'il y en a à peu près 80% qui passent au travers de ces filtres. Et puis, troisième dimension, c'est le retrait des investissements charbon qui nous concernent tous et donc on désinvestit de ce domaine. Ça, c'est pour la transition écologique. Et puis, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on était venu donc participer de manière très active au financement de la relance. Ça, c'est le volet investisseur. Et puis, il y a un volet qui est un volet assureur, donc rapidement. Et donc là, notre rôle, c'est à la fois de faire de la prévention, c'est quelque chose qui est très important, et puis de développer des offres qui soient, j'allais dire, plus responsables, à la fois écologiquement et socialement, à la fois dans le métier d'assurance des biens, et puis bien sûr également dans le domaine de l'assurance vie. Donc voilà, un rôle qui est très important et qui peut être facilité, le cas échéant, par un dialogue confiant avec les régulateurs et un certain nombre d'incitations. Bon, toutefois, je voudrais insister sur le fait que bien sûr, la propension, c'est de tabler sur le secteur financier pour avancer dans la transition écologique. On a un rôle, je l'ai explicité, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un appui de l'État qui soit en complément. Et donc, on ne peut pas se substituer quelque part à la puissance publique par rapport à toute cette problématique. Merci beaucoup Philippe Dumont. Diony Lebeau, comment vous, à Société Générale, vous appréhendez justement le financement de la transition énergétique et comment vous accompagnez les entreprises dans leur plan de décarbonation ? Alors la transition énergétique, alors ça a été dit, est un enjeu clé en fait. Et vous avez parlé d'accélération. C'est une accélération qui est effectivement sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu dans le passé. Donc, Société Générale, en tant que leader du financement de l'énergie traditionnellement et depuis de longues années, nous avons considéré que notre rôle pour accompagner la transition énergétique était clé. Et donc, il y a deux raisons à ça. Évidemment, la première, c'est l'ampleur des investissements, vous en avez parlé. On estime à 30 à 40 trillions les besoins d'investissement au niveau mondial à horizon 2040 pour assurer la transition énergétique. Et donc, face à ça, des besoins de financement qui sont significatifs. Donc, les banques ont un rôle important et en particulier les banques de l'énergie. Et la deuxième raison pour laquelle nous considérons que nous, Société Générale, on a un rôle très important à jouer, c'est que nous avons l'expertise, en fait, et on en a déjà parlé dans les tables rondes précédentes. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Il s'agit effectivement d'avoir de la compétence, vraiment de la technique, comprendre les risques, comprendre les besoins
des clients, comprendre effectivement les transformations qui sont en place. Et chez nous, ce sont des équipes de financement de projets, des ingénieurs, ce sont des économistes, ce sont effectivement des expertises très, très particulières qui sont mises en place. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Premièrement, et Franck l'a dit tout à l'heure, et on n'a pas attendu finalement la pression externe pour le faire, les banques françaises ont été pionnières et très tôt sur le combat contre effectivement le réchauffement climatique. Donc on a des politiques d'exclusion, nous ne finançons plus le charbon, nous avons pris des engagements pour réduire notre exposition sur l'extraction, le financement de l'extraction pétrolière. Donc premier volet, réduire l'exposition sur les secteurs les plus carbonés et à travers ça, non seulement réduire nos risques, mais parler avec les clients et les accompagner à accélérer leur propre transition. Le deuxième volet, qui est extrêmement important, c'est allouer des financements, des capitaux vers cette transition énergétique. J'ai dit que les montants étaient significatifs. Donc, Société Générale, par exemple, nous sommes engagés à financer à hauteur de 120 milliards, engager 120 milliards pour la transition énergétique à horizon de 2023, et nous avons déjà fait plus de 80% de cet objectif. Deuxième grand volet, c'est nous assurer que tous nos métiers, et je disais voilà, leur expertise, leur capacité de mobiliser des fonds, intègrent ces sujets de ESG et de transition énergétique au cœur de leur feuille de route et de leur stratégie. Et c'est très structurant, à la fois en termes effectivement de, je l'ai dit, d'allocation de capital, mais aussi d'accompagnement des clients, choix des clients, quels sont les clients qui vont être viables, quels sont ceux qui vont être en difficulté, et comment les accompagner. Et là, on peut prendre des exemples. Si je prends notre filiale ALD, qui est un leader de la mobilité, il s'agit d'accompagner l'électrification des flottes de véhicules, et donc là, prendre des engagements en ce sens, conseiller les clients pour réduire leur propre empreinte carbone et créer un écosystème qui permet d'avoir plus de voitures électriques et des charges électriques, mais aussi utiliser la voiture différemment, ce qu'on appelle la mobilité, et finalement de façon beaucoup plus flexible. Et dernier point qui me paraît fondamental, c'est travailler dans le cadre de coalitions. Franck en a parlé tout à l'heure. Les banques ont pris des engagements dans le cadre d'engagements collectifs. Donc on a parlé des Net Zero Banking Alliance. Il y avait eu avant ça les principes responsables sous l'égide de l'ONU. C'est extrêmement important parce que pour avoir de l'impact, il s'agit effectivement d'avoir finalement des méthodes communes, des engagements communs, parler le même langage et agir de façon déterminée et collective. Et d'autres coalitions que nous construisons sont des coalitions avec l'industrie, pas seulement au sein de banques. Donc, par exemple, nous avons travaillé avec les acteurs du secteur maritime, qui est un secteur qui contribue beaucoup aussi effectivement à cette transition. On a signé les accords Poséidon, c'est la décarbonisation du secteur maritime. Donc voilà, il faut être très déterminé. Coalition sur tous les projets, etc. Mais vous dites qu'il y a un point sur lequel il serait fondamental que tout le monde travaille ensemble pour aboutir à des choses communes, c'est sur les données. Et vous dites on ne peut pas bien évaluer les risques si on n'a pas des données très abondantes. Et là, il faut vraiment que tout le monde partage. Absolument, ça a été dit dans les tables rondes, les choses vont très vite. Cet accès à la donnée pour construire des bonnes méthodes, pour travailler à l'alignement des portefeuilles. Donc, ça paraît un concept flou, l'alignement des portefeuilles, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, secteur par secteur, s'assurer que la trajectoire en termes d'adaptation des entreprises correspond aux accords de Paris et puis à cette obligation effectivement de maintenir la température. Et donc ces données n'existent pas aujourd'hui. Ouais. Il va falloir que les entreprises les développent, et les particuliers aussi. Et je pense qu'il va falloir que l'industrie se parle et se mette effectivement d'accord pour essayer d'harmoniser les méthodes et les demandes. Voilà, sous la pression du régulateur, mais aussi en espérant effectivement que le régulateur va être aussi constructif et pragmatique dans la vitesse, effectivement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Diony Lebeau. Olivier Gavalda, vous chez Crédit Agricole Île-de-France, quelles sont vos initiatives en matière de finances durables, justement? Comment vous accompagnez les entreprises? Peut-être en préambule par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, au-delà de la réglementation, de la régulation, etc., moi je peux vous dire, je voudrais témoigner ici de la pression que nous avons par nos clients et nos collaborateurs sur le sujet de la RSE et de nos engagements propres. Juste un petit chiffre. Mes chargés de recrutement m'indiquent aujourd'hui que dans la moitié des entretiens de recrutement, le futur collaborateur nous demande quels sont nos engagements sociétaux, quels sont nos engagements environnementaux. Et donc ça va changer la donne, qu'on le veuille ou non. Même le salarié veut du sens aujourd'hui. Exactement. Il en veut beaucoup plus. Il y a 2 ans, cette question n'existait pas. C'est quel avantage, quelle rémunération, etc. Combien de jours de vacances? Combien de jours de vacances, télétravail, etc. etc. Donc c'est fondamental. Donc ça nous oblige à bouger. Alors, on fait beaucoup de choses, comme toutes les banques aujourd'hui. Moi, je voudrais peut-être insister sur quelque chose qui est relativement nouveau, que d'autres font aussi, c'est que nous demandons maintenant systématiquement une évaluation ESG de chacune de nos contreparties. Et donc, on intègre, y compris dans les covenants, enfin dans les clauses crédit, des engagements sociétaux et surtout environnementaux d'ailleurs, sur nos clients aujourd'hui. Au premier semestre 2021, 40% des crédits aux entreprises faits par le Crédit Agricole d'Île-de-France intègrent un covenant d'engagement environnemental. Donc c'est nouveau, c'est en train de bouger extrêmement fort et nous bougeons beaucoup sur ces sujets-là. Et puis il y a l'engagement de notre propre entreprise, parce que souvent on parle de nos contreparties, de ce qu'on fait dans le financement, etc., etc. Il y a ce qu'on fait nous-mêmes, et je pense que là aussi il faut être très engagé. Le Crédit Agricole d'Île-de-France s'est engagé à être zéro carbone en 2040, par exemple. Et nos investissements pour compte propre aujourd'hui, on vise 20%. Alors c'est vrai que ça paraît peu par rapport à certains débats, mais aujourd'hui on est à 12 ou 13, d'impact positif ESG. Pas de critères ESG, d'impact positif. Et donc nos propres engagements, je dirais pour capitaux propres, intègrent énormément cette dimension et nous sommes extrêmement volontaristes en tant que banque mutualiste et coopérative pour nous engager sur ces sujets-là. Mais aider les entreprises, c'est pas seulement parler de financement, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a tout un tas d'autres domaines dans lesquels vous proposez de les accompagner. Alors justement, dites-nous un mot aussi des particuliers. Oui. Alors, comme tout le monde, on a l'offre d'épargne verte, des offres de mobilité verte, etc., etc. Donc ça, je pense que toutes les banques aujourd'hui en France sont en mouvement sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on fait, peut-être un peu novateur, enfin totalement novateur d'ailleurs au Crédit Agricole d'Île-de-France, c'est que nous avons développé une plateforme, ça aussi c'est un exemple pour montrer que cette dimension écologique, elle est intégrée. Et Frédéric Vignoski en parlait tout à l'heure. Eh bien, il le dit, c'est pas fait, le Crédit Agricole d'Île-de-France va le faire. Nous sommes en train de développer une plateforme de services de conseil à l'achat immobilier où on intègre différents services de recherche d'un bien immobilier, de conseil sur le prix, de négociation, etc., etc. Donc on s'intéresse plus qu'à l'acheteur qu'au vendeur. Et dans ces sphères de services, nous intégrons aujourd'hui un conseil sur l'évaluation des travaux immobiliers à faire et notamment sur la dimension de rénovation de l'habitat. Et je dois avouer que on ne savait pas trop si ça allait marcher, mais on a une demande énorme parce que justement, et Frédéric Vignoski en parlait, on n'a pas de ce point unique. Les clients, les Français n'ont pas ce point unique de conseil dans ces mosaïques d'aides, de réglementation, etc. Souvent des acteurs eux-mêmes énergéticiens qui proposent leurs propres services. Et on apparaît comme un tiers de confiance qui peut jouer ce rôle dans ce conseil. Et ça marche extrêmement bien et c'est extrêmement différenciant. Parfait. Eh bien, Benoît Ranini, vous êtes le dernier intervenant de cette table ronde. On va conclure finalement. D'abord, première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il faut mutualiser, on a beaucoup parlé de coopération, de mutualisation, est-ce qu'il faut mutualiser entre les établissements financiers les investissements liés à la transition énergétique des entreprises, et par exemple autour d'une plateforme interbancaire? On a vu effectivement que on en a parlé à plusieurs reprises, le coût des infrastructures va être extrêmement important. Et en plus de ça, on n'a pas le temps.
parce que les échéances qui sont devant nous sont des échéances très courtes. On parle de 2030, 2050, hein, les accords de Paris, 1,5 degré, c'est 2050, c'est demain. Et on a aussi évoqué le fait qu'aujourd'hui, ce besoin de données qui aujourd'hui est déstructuré, en grande partie inconnu, même si on a compris, hein, c'est pas nouveau que les banques, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les critères ESG, ils ont tous investi, mais le problème c'est que les données qui sont aujourd'hui collectées, leurs volumes sont de tel niveau que ça va devenir un travail colossal. Et nous, on est convaincus chez TNP, et on a déjà partagé ça avec quelques banques, avec le BA et avec le CRSF, qu'il y a un vrai enjeu de mutualiser une partie des infrastructures. Et ça, à la fois pour aller plus vite et pour que ça coûte moins cher. Parce qu'au bout du bout, il ne faut pas que ça soit aussi un problème de distorsion de concurrence, parce que les banques européennes vont beaucoup investir, comme quand on l'a vu, un certain nombre de banques américaines ou banques chinoises vont probablement pas être aussi rigoureuses dans ce suivi. Donc il faut être vigilant à ce que, d'une part, il faut mutualiser les coûts, deux, que ça aille vite, et trois, que ça soit aussi quelque part un élément qui va peut-être demain accélérer la future banque européenne de demain, ou en tout cas la data et les plateformes digitales autour du RSE vont pouvoir peut-être aussi être un axe d'accélération de l'européanisation de la banque. Mais juste, est-ce que ça peut jouer aussi sur l'industrie bancaire elle-même? C'est-à-dire, en gros, parce que vous dites, bon, on voit les besoins considérables, on voit les gros établissements. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place là-dedans pour tous les nouveaux acteurs, peut-être plus petits, de la finance? Je pense aux fintech, etc. Est-ce que là-dedans, elles ont une place, elles ont un rôle à jouer, elles peuvent en profiter ou pas, je pense que les fintech ont probablement une place à jouer, mais aujourd'hui, l'effort de constitution des règles, de constitution des reporting, constitution des infrastructures, constitution entre guillemets, des éléments permettant de réellement assurer cette transition énergétique vont nécessiter des investissements qui ne pourront être portés que par les grandes institutions européennes et de manière mutualisée. Donc nous, c'est ce que l'on pousse. Par ailleurs, je crois qu'il y a un énorme effort dans les données, ça c'est sûr, mais il y a un énorme aussi effort, et c'est ça aussi moi, que je voulais partager avec vous, parce que c'est une opportunité, tout ce qui est en train de se passer, pour repenser même l'industrie financière. Il y a repenser l'industrie financière autour de cette data, de cette plateforme, mais il y a aussi repenser l'industrie financière autour de ce qu'on va appeler le rôle du banquier et du conseil qu'il peut apporter à l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, mais la transition énergétique, c'est les industriels. 60% de l'émission carbone mondiale, c'est la production d'énergie. 60% de la consommation d'énergie, ce sont les entreprises dans le monde. Donc si on veut réussir la transition énergétique, c'est très important de faire en sorte que l'industrie financière bouge, mais il faut faire bouger l'industrie. Et pour faire bouger l'industrie, la banque a un rôle essentiel de conseil. On l'a dit tout à l'heure, Franck, je crois le citer, ou Marc le citer, c'est il faut que le banquier accompagne le chef d'entreprise, l'industriel, pour réduire sa consommation d'énergie, pour changer même de modèle d'affaires. Demain, la consommation d'énergie ne va pas être le seul marqueur pour réduire l'émission carbone. Il va falloir avoir des modèles d'affaires où on va avoir une meilleure densité d'usage, on va avoir des activités qui vont utiliser des produits en seconde vie. On va devoir repenser la manière dont on fait l'économie. Et ça, c'est fondamental. Et qui est le mieux placé que le banquier pour accompagner ce mouvement-là, pour donner les conseils sur réduire ta chaîne de production, la consommation d'énergie de ta chaîne de production, aller chercher des subventions, mais aussi, surtout, repenser ton modèle d'affaires pour qu'il soit plus vertueux, pour qu'il soit plus frugal, pour qu'il permette de gagner de l'argent. Benoît Ranimi, attendez, c'est le rôle des cabinets de conseil, ça. On voit bien tous les cabinets de conseil qui vont gagner énormément d'argent avec tout ça. Est-ce que c'est le rôle du banquier? Moi, je pense que c'est le rôle du banquier. En tout cas, je pense qu'on va rentrer dans des modèles de business où on va chasser en meute. C'est fini les acteurs qui vont gagner seuls. On va devoir être collectif. Moi, je crois que les cabinets de conseil, avec les banquiers, ont un rôle à jouer de manière très pragmatique
auprès des entreprises pour qu'elles se transforment, mais pas que pour qu'elles aient les bons ratios. Parce qu'à la rigueur, avoir les bons ratios, j'aurais presque envie de dire, on s'en fout. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on arrive à réellement sauver la planète tout en gardant une économie viable, saine, et sur laquelle chacun puisse trouver sa place. Oui, Diony Lebot, c'est ce que vous disiez, hein, sur la nécessité de coopérer, finalement. Absolument. Et je pense que je partage complètement cette conviction. Et on a parlé beaucoup du rôle des banquiers en tant que transformateurs finalement des flux financiers. En réalité, le métier, en tout cas pour les grandes banques voilà, comme Société Générale et d'autres, a évolué justement en tant que quelqu'un qui est capable effectivement d'accompagner les entreprises et de distribuer les risques de façon différente entre les entreprises. Et c'est là où les questions de coalition jouent, ou même de création d'écosystèmes où effectivement on va accompagner un entrepreneur en le mettant en relation avec des industriels qui sont capables de répartir les risques avec eux. Et c'est ce qu'on fait quand on bonifie une marge, c'est-à-dire qu'on rétrocède de la marge au client quand il émet moins de CO2, c'est bien ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On va bonifier la marge. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises. Et donc, on est dans cet effort collectif de mouvement. Donc, moi aussi, j'adhère totalement à ça. Alors, OK, s'organiser différemment, coopérer, tout ça, c'est bien. Mais il y a quand même un point sur lequel vous avez ouvert et des chantiers absolument vertigineux, c'est toutes les compétences qu'il va falloir développer quand même pour arriver à tout ça. C'est-à-dire que sur les données, par exemple, on voit bien qu'il va falloir des gens qui sont spécialistes de toutes ces green data. Sur l'évaluation des risques, on voit bien qu'il va falloir renouveler l'approche. Quand demain, on aura une taxe carbone qui va complètement bouleverser tous les référentiels de prix, de rentabilité, parce que vous allez commencer à intégrer les externalités. Tout ça, il va bien falloir l'intégrer. Et puis vos services dans les banques, comment ils vont coopérer? Est-ce que vous allez pouvoir avoir la même organisation? Vous voyez, c'est-à-dire à la fois en termes de compétences et d'organisation, donc de management, pour les banques, c'est des défis absolument considérables. Oui, on se transforme. On se transforme comme toujours. Ouais. Et depuis toujours, on se transforme. Il y a 20 ans, c'était autre chose. Il y a 40 ans, c'était encore autre chose. Et donc, on se transforme. Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à nos capacités à le faire. Mais c'est aussi la super opportunité de l'industrie financière. Je veux dire, l'industrie financière ne gagnera plus d'argent sur les taux. Voilà. Donc, l'industrie financière va gagner de l'argent en étant au plus près de ses clients, à apporter des services et à apporter des transformations de la vraie économie. On va redonner ces lettres de noblesse à la finance, qui est je finance l'économie réelle de proximité dans les territoires. Et parce que je connais les problématiques des industriels et je sais les amener à se transformer. Et ça va être effectivement des transformations importantes sur les savoir-faire, les compétences. Et c'est une énorme opportunité pour aller développer des nouveaux talents, développer des nouveaux services. Et donc, ces nouveaux services-là vont apporter un nouveau positionnement et des nouveaux revenus. Philippe Dumont. Peut-être, Emmanuel, j'ai apporté une petite touche complémentaire. Hein. Je crois beaucoup aux vertus de la coopération, effectivement, les alliances, travailler ensemble sur la data, la taxonomie, mais je suis persuadé qu'en matière de transition écologique, il faudra qu'il y ait beaucoup d'innovation. Une partie des technologies qu'on va utiliser sont probablement pas encore nées aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faudra à la fois de la coopération, mais être attentif à laisser suffisamment de place à l'initiative privée, au développement d'initiatives, que ce soit des startups ou des grandes industries. Voilà, mais c'est là-dessus qu'on devra capitaliser si on veut être à l'objectif 2050. Voilà, donc à la fois de la coopération, mais aussi de l'initiative privée pour laisser émerger ces technologies dont on aura besoin dans notre monde de demain. Eh ben, écoutez, notre table ronde arrive à son terme. Mais je vais boucler, tiens, finalement, on va boucler la boucle avec Patrick Artus, le livre qu'il vient de publier sur la mort du capitalisme. En fait, ce qui est fascinant, c'est que le capitalisme ne meurt jamais. Le capitalisme se transforme, il se réinvente. Il se réinvente à chaque fois. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. On sort d'une parenthèse peut-être finalement un peu court-termiste, un peu trop financière, voilà, vers un capitalisme moins orthogonal aux intérêts de la planète. Et finalement, c'est effectivement une nouvelle époque pleine d'opportunités. Benoît Harneylich. Juste pour terminer, je vais profiter de cette instance pour moi lancer un appel, parce qu'il y a quelques années, on avait fait un événement autour de l'intérêt d'avoir un cloud souverain en Europe.
Bon, ça a pris du temps, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, c'est parti. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité à lancer ces infrastructures communes européennes pour traiter les problématiques de la taxonomie verte. Et les industries financières françaises sont les leaders de l'Europe. Donc autour de cette table-là, il y a déjà tous les acteurs pour lancer ces initiatives. Et si on arrive à concrétiser ça très vite, parce que le temps est compté, je pense qu'on aura déjà fait un vrai progrès pour la France, l'Europe et la Terre. Et puis ce serait peut-être bien d'aller un peu plus loin vers une union des marchés de capitaux européens. Mais chaque chose en son temps. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à tous nos invités des précédentes tables rondes. Et ça n'est pas tout à fait terminé. Et je crois que c'est à Clotilde Boucher, la présidente du CRSF, de clôturer cette matinée de table ronde. Prenez un micro. Merci tout d'abord d'être là ce matin en présentiel, ça nous fait très plaisir. Je souhaitais remercier TNP pour l'organisation de cette matinée et l'ensemble de nos intervenants pour la qualité des débats que nous avons eus ce matin. Alors, au nom du CRSF, je voudrais faire une petite synthèse de ce que nous avons retenu ce matin. Je crois que tout d'abord, nous partageons un constat commun. Certes, le risque climatique est un risque majeur et certes, nous devons faire quelque chose, tous les acteurs feront quelque chose et les établissements financiers et d'assurance y prendront leur part. En revanche, nous avons quelques points de divergence dans la méthode. François-Louis Michaud a rappelé que l'Europe était en avance sur un certain nombre d'autres régions. C'est très bien. Il a appelé aussi à donner l'exemple. Et là, je crois que au nom du CRSF, je peux dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition. Donner l'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir seul en avant. Et quand on part seul en avant, quand on a raison seul, cela veut souvent dire que l'on a tort. Donc, on n'est pas tout à fait partant pour suivre cette invitation. En revanche, convaincre, ça, bien évidemment. Se regrouper dans un cercle pour essayer de convaincre les autres régions et partir tous ensemble sur la gestion du risque climatique. Et quand je dis tous ensemble, c'est l'ensemble des régions, Chine et USA compris. Donc ça, bien évidemment, nous appuierons cette initiative. Sur les autres points de méthode, bien évidemment, les banques, les assureurs sont là pour accompagner les clients et faire évoluer leur rôle dans l'accompagnement de la transition énergétique de leurs clients. Et nous comprenons que le régulateur y est aussi ouvert, puisque des guichets uniques sont mis en place et une simplification des procédures est recherchée. Ensuite, il y a la collecte des données. On a noté que c'était un point majeur. Les banques et les assureurs y prendront leur part, bien évidemment. Mais c'est un fardeau qui doit être partagé. La banque ne veut pas inventer des données, la banque ne peut pas formater des données à partir du moment, effectivement, où elle ne connaît pas l'origine de ces données. Donc l'ensemble des acteurs économiques devront être mobilisés sur ces sujets-là. Et donc cela appelle à une transformation du rôle de nos établissements bancaires et financiers qui, à cette occasion de la transition énergétique, commencent à s'intéresser à l'économie des plateformes. Donc Benoît Ranini a bien introduit le sujet. Beaucoup de secteurs d'activité ont été bousculés par cette économie des plateformes. On connaît tous Uber, on connaît tous Amazon et d'autres. Le secteur financier voit son rôle transformé à l'occasion de cette crise sanitaire qui n'est qu'une manifestation, je vous le rappelle, du risque climatique
et de la transition énergétique. Et donc, le secteur bancaire, le secteur assurantiel est appelé à se modifier, à modifier son business model et à effectivement se tourner, à s'intéresser vers cette économie des plateformes, sur la collecte de données, sur l'accompagnement des clients, donc avec la mise à disposition des clients d'un certain nombre de services, au-delà des financements qui est bien évidemment l'activité historique des établissements bancaires. Encore merci pour votre présence, encore merci pour la richesse de ces débats, et je vous dis à l'année prochaine pour un débat tout aussi passionnant sur un sujet d'actualité. Merci.